Bienvenue à cette 4e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. J'ai le plaisir d'y recevoir aujourd'hui Ariane Bois, Aurélien Bélanger, Norbert Charny, et nous y évoquerons avec eux les hautes figures du philosophe Walter Benjamin, du chanteur-compositeur Lucien Ginsburg, alias Serge Gainsbourg, et puis moins connu, mais qui gagne à être connu, un autre Serge qui s'appelait Sabbatai Samuel dit Salek Charny, et aussi d'un certain Léonard Stein, échappé du camp des Milles dans le but de sauver des enfants juifs menacés de déportation. Voilà. Et on reparlera aussi, à nouveau, de Franz Kafka, de Dora Bruder et donc de Modiano. Et on les retrouvera avec tous ces livres, 5 livres, à nouveau. Bref, un sacré programme avec des ouvrages qui valent le détour. Aurélien Bélanger, on va commencer avec votre 20e siècle, qui est un titre ambitieux, qui brasse large, qui me fait penser un peu au 19e siècle d'un certain Walter Benjamin. Est-ce que c'est un hasard? Disons que j'ai piqué le titre au sujet du livre. Non, effectivement, Walter Benjamin, son grand livre achevé s'appelle, on l'appelle le livre des passages ou Paris, capitale du 19e siècle. Grand livre récapitulatif sur le 19e siècle qu'il aurait écrit en partie à la BNF en exil à Paris. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut faire la même chose. Un livre somme sur le XXe siècle, évidemment non. Donc j'ai choisi une forme fragmentaire moi aussi. La sienne était plutôt involontaire et la mienne est volontaire. Mais il y avait cette idée. Lui, travaillant sur le XIXe siècle, avait très vite rencontré la figure de Baudelaire, dont il avait fait le meilleur résumé, la meilleure figure du XIXe siècle. Et rapidement, et c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, je me suis rendu compte que Walter Benjamin était l'une des meilleures portes d'entrée qu'on avait dans le XXe siècle. Alors il est mort en 1940. Sa mort, on va y revenir. Ce n'est pas un hasard, 1940. Au contraire, ça coïncide avec l'entrée des Allemands en France. Mais on va déjà parler non seulement de sa vie, mais de la manière dont vous vous êtes approprié sa personne, sa biographie, son œuvre, enfin tout ça. Je dois dire que c'est assez vertigineux parce que votre livre, il y a plein de mises en abîme. Parfois, on ne sait plus où on en est et en même temps, on est emporté par le flot, par votre enthousiasme. C'est votre 6e roman qui paraît chez Gallimard. Dès le départ, on se demande s'il est la figure tutélaire de votre recherche ou bien si c'est un prétexte. Ah, bonne question. Le livre procède, c'était une anomalie, c'était pas prévu que je l'écrive avant que je le commence, et procède de ma découverte de Benjamin, que je connaissais comme beaucoup de monde comme mythe, parce que c'est vraiment un mythe, un mythe intellectuel. Mais en quoi c'est un mythe intellectuel? Parce que on en fait une sorte de prophète de la modernité, parce qu'il a écrit sur la reproductibilité de l'œuvre d'art, il a écrit sur quantité de thèmes qui font qu'il a été redécouvert dans la seconde moitié du XXe siècle, il a été beaucoup lu de façon posthume, ses travaux ont intéressé beaucoup de monde, et ceci dit, une fois ceci connu, donc on a ses livres, moi j'avais son livre sur les passages parisiens par exemple depuis toujours chez moi, j'avais quelques livres de lui chez moi, son livre sur Kafka, etc. Et ceci dit, quand on rentre dans Benjamin, c'est compliqué, on perd assez vite pied. C'est un philosophe incroyablement difficile. Alors difficile, il n'est pas hermétique pour autant, mais il est d'une intelligence époustouflante. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est qu'il y a un degré de satisfaction. On en lit très peu. On lit par exemple des extraits d'articles qu'il a donnés à la presse allemande dans les années 20, dans les années 30, et c'est fulgurant. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, dont on a du mal à se débarrasser, dont on ne sait pas exactement quoi faire. C'est un philosophe dont on peut pas résumer la doctrine. Donc, est-ce que c'est encore un philosophe? Est-ce que c'est pas au bord de la philosophie? C'est déjà pas plus un essayiste qu'un philosophe? Est-ce que son œuvre, par des aspects, n'est pas plus facile à lire comme une œuvre littéraire que comme une œuvre philosophique? C'est quelque chose de très compliqué. C'est ce qu'on dit de Michel Foucault, et c'est ce qu'on dit généralement des philosophes qui ont une telle curiosité, qui s'intéressent à l'histoire, à la philosophie, à la sociologie, à l'ésotérisme, aux religions, et on a du mal à les cantonner dans une seule discipline. C'est le cas évidemment de Walter Benjamin, qui était quand même un esprit. Enfin, vous en faites le citoyen idéal d'une certaine Allemagne. Il y a un éclectisme absolu. Il commence son œuvre pour aller très vite. Il commence son œuvre. Il s'intéresse d'abord à la poésie romantique allemande. Il s'intéresse ensuite à Goethe. Donc il rentre comme ça dans
dans ce qu'on appelle la germanistique, vraiment un critique, un théoricien de la littérature qui va parler de ça. Et ça s'enraye très très vite quand il veut travailler sur le drame baroque, le Trauerspiel, le drame baroque allemand, en y incluant Calderon, Shakespeare, etc. C'est sa thèse pour entrer à l'université, et la thèse est rejetée à l'université de Francfort, et ça donne tous les spécialistes considèrent comme son meilleur livre, en tout cas l'un des seuls qu'il ait achevé, et l'un des plus difficiles. Le livre des passages? Non, les origines du drame baroque allemand. D'accord. Donc c'est un livre, il est très difficile de le résumer, il va parler d'un genre totalement périmé et de pièces plutôt mauvaises, lui-même le reconnaît, mais c'est comme s'il écrivait un livre qui pouvait presque être lu à la suite de la critique de la raison pure. Il répond quasiment à Kant, il fait quelque chose, il rentre vraiment de plein pied dans la grande tradition d'abord de la littérature, puis de la philosophie allemande, mais de plein pied. En fait, au même moment, il dégringole, parce que il n'est pas admis à l'université. Il va faire une vie d'intellectuel plus ou moins errant, c'est-à-dire il va devenir publiciste, il va publier dans la presse de l'époque, etc. Avant même d'être exilé à partir de 1933 d'Allemagne, il va déjà être un peu exilé de l'université, mais ses amis, il aura beaucoup d'amis, des gens assez prodigieux, de Brecht à Adorno, à Georg Scholem, mais ses amis diront que c'est comme s'il avait fabriqué une université personnelle. Il était l'université elle-même. Donc c'est à la fois quelqu'un qui va se tenir en dehors des cadres officiels des disciplines qu'il va aborder, mais qui va les centraliser. Et donc il y a un incroyable éclectisme dans son œuvre. Il va pouvoir écrire autant sur les collections que, comme j'ai dit, sur des choses très très classiques de littérature. Il va écrire ensuite sur la philosophie de l'histoire. Il va écrire sur l'architecture. Son œuvre éclate complètement. Le centre est un petit peu introuvable, si ce n'est c'est comme si plus encore que philosophe, il devenait critique. Il devient critique de la modernité en tant que telle. Oui, mais alors attention Aurélien Bélanger, parce que là on en parle comme s'il s'agissait d'une biographie de sa vie ou d'une monographie de son œuvre. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un roman que vous avez écrit avec des personnages fictifs, avec une intrigue quasi policière. Il y a... Est-ce que vous pouvez résumer l'intrigue? Parce que il y a la Bibliothèque nationale, un suicide, un trio d'enquêteurs qui va se mettre à chercher le livre inachevé. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs, de Benjamin. Tout commence avec la conférence d'un poète sur Walter Benjamin. À la fin de la conférence, mystérieusement, il se suicide en se jetant dans le grand trou. Il y a une forêt en bas de la BNF, site Mitterrand. Et il y a très peu d'auditeurs à cette conférence, mais il y a 3 auditeurs qui sont venus là parce qu'ils aiment beaucoup Benjamin. Ils l'étudient ou ils l'utilisent pour leur métier à différents titres. Et ils vont réfléchir. Ils sont certains que cet acte bizarre, prodigieux et tragique cache quelque chose. Ils sont certains qu'il existe un inédit de Benjamin. Et ils vont enquêter comme ça pendant la fin de l'été. Ce qui est vrai. Il y avait des inédits. Le nom de Benjamin est associé à des textes qui disparaissent, sa bibliothèque, il a du mal à recomposer avec l'exil, des textes qui ont disparu, des textes qui ont été miraculeusement transmis, enfin voilà. C'est quasiment un moment personnage, c'est un suicide qui pointe évidemment vers l'idée d'un manuscrit disparu. Donc ils ont un peu raison, ils vont enquêter sur l'idée d'un... Alors, ce trio, c'est un critique, un philosophe, un architecte? Absolument, il y a une universitaire qui s'appelle Edith Gerson qui est spécialiste de Benjamin, tout simplement à l'université. Il y a un architecte parce que Benjamin intéresse beaucoup les architectes parce qu'il a écrit sur la ville moderne, il a écrit sur les passages, donc il a écrit sur les centres commerciaux, il a écrit sur l'architecture commerciale en fait au sens large, il a écrit sur tout ce qu'on voit autour des villes en fait, tout ce grignotement de l'espace par ces choses moches ou pas moches, en tout cas très signifiantes, qui sont l'architecture du capitalisme, du grand capitalisme. Et il y a un critique de cinéma, parce que Benjamin est un peu le prince des critiques, c'est critique. Il était impossible de ne pas inclure un critique dans cette affaire pour plein de raisons. Et donc voilà, ils vont mener l'enquête. Ça va les amener à redécouvrir le destin de ce poète un peu oublié, François Messigné, dont ils ont vu la dernière conférence, et puis ils vont comme ça enquêter. Il y a aussi, au centre de votre intrigue, un groupe qui fait penser un peu au groupe de Tarnac, sans être évidemment ce groupe-là, qui est un groupuscule d'extrême gauche. Ils sont combien? Ils sont 30, même pas. C'est difficile de savoir parce que ils laissent des rébus, ils laissent des sortes d'actes qu'on pourrait qualifier de terroristes, mais qui sont des actes de destruction extrêmement ponctuels et qui font signe vers quelque chose. Ils sont jeunes. C'est le groupe Benjamin. C'est le groupe Benjamin, c'est comme ça que c'est eux-mêmes qui signent leurs actions du nom du groupe Benjamin, avec cette idée que cet intellectuel dont le dernier texte, les notes sur le concept d'histoire, interroge le concept d'histoire, interroge la question
du progrès, en fait, qui est vraiment le moteur de l'histoire depuis si longtemps, cette idée qu'à la fin, cette œuvre pourrait toucher l'histoire autrement et des gens pourraient utiliser Benjamin comme un philosophe quasiment pratique. Et bon, tout ça a été intéressant parce que ça interroge la réception de Benjamin, parce que Benjamin, on a dit, il est mort en 1940. C'est un philosophe qui n'a pas cessé d'être reçu par des générations successives. Il a influencé un monde fou. Il a influencé un monde fou, oui. Déjà de son vivant, mais même après. Et par la suite, évidemment, il y en a qui en font même un penseur messianique. Bah, c'est tout est dit sur Benjamin si on dit qu'il est aussi sérieusement un penseur du messianisme qu'un penseur du marxisme. Et d'un côté, c'est très intéressant de voir comment il est tiraillé. Parmi ses grandes amitiés, il y en a un côté Brecht qui va vraiment le pousser du côté de l'étude de Marx, de la lecture de Marx, et de l'autre côté, il y a Gerhard Scholem. Gerhard Scholem, qui était vraiment un ami à lui, qui le reprochait d'ailleurs d'avoir laissé tomber l'étude de l'hébreu, l'apprentissage de l'hébreu. Il y a leur correspondance qui est extrêmement éclairante sur leur amitié. Quel est exactement leur rapport et qu'est-ce que vous en faites dans votre livre? Ils se connaissent depuis un peu avant-guerre, je crois, parce que Benjamin est un leader étudiant du mouvement des étudiants libres de Berlin. Scholem est un peu plus jeune, et il va l'appeler Gerhard toute sa vie, c'est son nom allemand. Il est un peu plus jeune, Gerhard. Ils vont passer une partie de la guerre ensemble en Suisse où Benjamin est réfugié. Ils vont fabriquer une sorte d'université un peu potache de substitution du nom de la petite ville à côté de Berne où ils sont. Très vite, Scholem va décider d'aller vivre en Palestine, et Benjamin va lui faire croire pendant 10 ans qu'il va le rejoindre. Il va lui payer plus ou moins des cours d'hébreu. Benjamin va y aller un peu, mais pas trop, etc. Et ils vont, je crois, arrêter de se voir pendant presque 10 ans. Ils vont se revoir 1 ou 2 fois seulement à Paris pendant l'exil, etc. Mais quel est son rapport à sa judéité, à Benjamin? Pour Scholem, c'est assez clair. Et Benjamin? Scholem est l'un des rares qui dit que Benjamin est profondément croyant. C'est quelque chose d'assez compliqué à établir dans l'histoire d'une amitié. Scholem dit que la question de Dieu est tranchée depuis la jeunesse de Benjamin, mais Benjamin va jamais s'exprimer. Benjamin fait une sorte d'œuvre de théologien négatif. Il va jamais parler. Il va très peu parler de religion. Dans son œuvre. Mais le thème religieux est majeur, et ça finit donc ce dernier texte, on l'a cité tout à l'heure, les notes sur le concept d'histoire, une sorte de tentative de réconciliation entre la gauche au sens large et la pensée messianique juive. Quelque chose d'assez difficile à penser, mais qui est apparu à beaucoup de monde comme une porte de sortie possible. Au moment où le judaïsme européen est détruit, Scholem fait le travail quasiment d'archiviste. Il va dans les bibliothèques du continent européen pour recopier des textes qui intéressent à l'époque plus beaucoup de monde, d'histoire juive médiévale, etc. Et il en parle avec Benjamin. Après, les rapports sont très tendus parce qu'il va reprocher toute sa vie à Benjamin d'avoir fait le choix du marxisme. Mais Benjamin le fait aussi. Il n'a pas pris sa carte au Parti communiste. Enfin, tout ça est très compliqué. Et la question religieuse, elle est absolument centrale chez Benjamin. Son rapport au judaïsme, c'est compliqué parce qu'il fait partie de cette génération de fils dont les pères ont joué la carte de l'assimilation. Dans l'Allemagne, il y a à peu près la même chose en France à la même époque. Là, c'est dans l'Allemagne wilhelmienne. Et il y a évidemment le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Benjamin va croiser personnalités aussi intéressantes que Rosenzweig, par exemple, au tout début des années 20. Et Hannah Arendt. Hannah Arendt et sa cousine par alliance, ouais. Et donc en fait, il y a tout un tas d'intellectuels juifs allemands qui vont devenir extrêmement importants ou qui le sont déjà dans la seconde moitié du XXe siècle, que Benjamin connaît très bien. C'est les cercles qu'il fréquente à Berlin, en fait. Alors, en vous écoutant, Aurélien Bélanger, on a déjà un bon reflet du foisonnement de votre livre, parce que c'est aussi dense à l'écrit que vous l'êtes à l'oral. Dense, c'est foisonnant. Hein. Ah, c'est un fleuve. Moi, je suis dedans. Je suis dedans et je trouve que d'abord c'est formidable, mais je trouve qu'on est emporté complètement par une pensée qui part dans tous les sens comme ça et qui suit cette espèce de dynamisme qu'avait Benjamin. Et d'autant plus que vous ne vous empêchez rien du tout parce que c'est plein d'anachronismes délibérés, parce que ça va, ça vient entre les époques. Tout d'un coup, on parle de Benjamin à Berlin, puis on est avec Bourdieu.
et puis après avec Foucault, je crois, et puis on revient, on repart. Mais ça, c'est votre esprit et c'est l'esprit du livre. Norbert Tcharny, vous êtes lecteur de Benjamin, il vous a influencé? Oui. Non, il m'a pas influencé au sens propre, je peux pas dire ça. Mais j'ai lu Sens unique, les textes plus littéraires. Et je suis aussi très touché par l'histoire avec Assia Lassis, sa compagne lettonne, pour X raisons. Et quand j'ai lu votre livre, j'ai vu aussi Aurélien Bélanger, parce que moi je vous ai lu pour la théorie de l'information, à coup sûr. J'ai lu Télé-réalité. Je crois que j'en ai lu un ou deux autres. Et je m'amusais à lire Aurélien Bélanger, surtout par exemple quand vous parliez de ce voyage en Inde. Il y a un des personnages qui se retrouve dans une sorte de ville effrayante. Nagpur. Voilà, c'est assez effrayant. Et ce qui m'a frappé dans le livre, moi, c'est la confiance que vous avez dans le roman. Parce que justement, le fait d'avoir choisi la forme du roman, sans faire le biopic, si je puis dire, c'est-à-dire, naissance de Walter Benjamin, mort de Walter Benjamin, non, tout est éclaté, c'est un puzzle, c'est une mosaïque. Et j'aime bien le fait que vous utilisiez dans le roman des formes diverses, la lettre, l'extrait de journal, les écrits, les pastiches, etc. L'interview, tout à fait. Tout ça, ça m'a plu parce que finalement, je crois que vous évoquiez Gide tout à l'heure, et un des plus beaux livres de Gide, c'est Les Faux Monnayeurs. Alors bon, je sais pas si c'est toujours lui, malheureusement, je suis pas sûr, mais il y a quelque chose de cette vitalité-là. Et puis, moi j'aime le Benjamin romanesque, c'est-à-dire cet homme qui, si je dis qu'il est un perdant, c'est pas beau de dire ça, c'est pas le terme exact, mais enfin quelqu'un qui a vécu à fond le désespoir du siècle. Il y a quelque chose comme ça, parce que Sens unique et Enfance berlinoise autour de 1900, c'est peut-être les plus belles entrées dans l'œuvre de Benjamin et les plus faciles, parce que pour le coup, c'est vraiment des textes très très beaux, mais qui sont des textes vraiment, c'est ces textes littéraires. Et alors qu'il y a tellement de très grands romanciers, on va dire de Joyce à Proust dans la première moitié du XXe siècle, ou même Musil, on sent que Benjamin, ça aurait pu être ça, son destin, et il s'en exprime pas clairement, mais on sent qu'il y a quelque chose de... Toute son œuvre, c'est l'histoire du romancier qu'il n'est pas devenu aussi. Il y a une mélancolie aussi. L'illustration suprême de sa mélancolie, c'est comment est-ce qu'un jeune romancier, un jeune écrivain d'une trentaine d'années, qui veut probablement écrire des romans, se lance dans le projet de traduire Proust. Et il traduit Proust dans les années... on l'a pas dit, mais il a beaucoup traduit. Proust, Baudelaire et d'autres en allemand. C'est un vrai passeur, c'est quelqu'un qui est extrêmement... C'est l'homme des passages à tout point de vue. C'est pour ça qu'il était tellement admiré et suivi. Oui. Quand on pense au travail qu'il a fourni à la Bibliothèque nationale, parce que c'est une époque où il n'y a pas de photocopieuse, il n'y avait pas de scan, et que il était tout le temps là-bas, tout le temps à travailler, à reprendre des textes, à faire des liasses, à reprendre des fiches. C'est fascinant. Ariane Bois, dans votre livre, Ce pays qu'on appelle vivre, chez Plon, il y a aussi Benjamin, pas longtemps, mais il passe par là, forcément. Bien sûr, il n'arrive pas au camp d'Émile, mais on entend, les détenus du camp entendent le destin tragique de Benjamin. C'est-à-dire donc à Port-Bou. Voilà, et donc son suicide, et en sont terriblement affectés parce qu'ils l'appellent le père Walter. C'est vraiment l'homme qui les protège d'une certaine manière, qui est leur intellectuel de référence. Et quand ils le perdent, ils ont l'impression de tout perdre avec lui. C'est le premier signe. Voilà, le suicide de Benjamin, ça marque le désespoir de rentrer dans ce camp et d'être détenu jusqu'à ce que... Alors on va parler de ce camp, mais pour en finir avec Benjamin, donc vous dites aussi, comme la plupart, qu'il s'est suicidé à la morphine, avec des doses excessives de morphine qu'il avait l'habitude de prendre pour soulager des douleurs, mais il y a eu d'autres thèses sur sa mort. On l'a dit que le NKVD était passé par là. Oui, il y a eu beaucoup de fils qui étaient d'ailleurs assez romanesques. Bon, la thèse de la morphine est peut-être un peu plus banale, mais il en avait sur lui, on en a retrouvé, donc voilà, il avait très mal, très souvent, et donc il portait ça sur lui. Alors ce titre, il est énigmatique, votre titre. Ce pays qu'on appelle vivre, ça vous vient d'où, ce titre? Alors c'est un vers de Rilke, proche est ce pays qu'on appelle vivre, voilà, et j'ai pensé à tous ces exilés qui
qui voyait dans la France le pays où il faisait bon vivre, où la liberté était là et leur tendait les bras. Et j'ai pensé évidemment à Sanary et à la communauté d'intellectuels qui étaient dans cette petite ville. Cette communauté de Sanary, donc en 39-40, oui. M'a fait penser à un moment au livre d'Aurélien Bélanger, qui évoque bien sûr le séjour à Ibiza de Benjamin et d'autres, et de toute la bande, finalement. Quand on parle d'Ibiza aujourd'hui, on pense pas du tout à des intellectuels de très haut niveau. On pense plutôt à la fête. C'est pas du tout. Alors là, on est dans le camp d'Émile, qui est donc tout près d'Aix-en-Provence. Oui, tout à fait, 7 km d'Aix-en-Provence. 7 km, une usine absolument massive, désaffectée. J'ai eu l'impression que c'était le personnage principal. Oui. Oui. Finalement. C'est mon personnage. C'est mon personnage principal. Je l'avais fait pour Dakota. Je me souviens en avoir discuté avec vous. J'aimais cette idée, alors là, complètement différente, qu'un immeuble new-yorkais pouvait raconter l'histoire de ses propriétaires. Ce qui est très péréquien. Hein. Voilà. Et quand je suis rentrée dans le camp d'Émile, avant la création du musée, donc en 2009, j'étais armée avec une lampe frontale. Je me suis faufilée comme ça. Alain Chouraki, qui est le président du site, courait comme un lapin et moi je courais derrière lui et j'étais complètement effrayée, je savais pas où j'étais, je comprenais pas en fait. Et puis il y a un immense puits de lumière comme ça où on imagine que les détenus regardaient le ciel. Il y a une fenêtre qu'on appelle la fenêtre au suicide, les gens se jetaient de la fenêtre pour échapper à la déportation. On voit le train et les rails qui sont là à 200 mètres qui attendent que les gens soient déportés. Et puis ces grands couloirs sombres, ces fours de cuisson, c'est tout ce matériel industriel, puisqu'on fabriquait des tuiles et des briques dans cette usine. Tout ça, ça m'a vraiment marqué. Alors, et je me suis dit, il faut en faire un personnage. Donc, il faut préciser, ce camp était le plus grand camp d'internement en France, dans le sud. Oui, en zone libre. C'est un camp d'internement pour ce qu'on pourrait appeler les indésirables. D'abord des républicains espagnols. Oui, ça a commencé en fait avec les ennemis. En septembre 39, la Troisième République agonisante décide d'interner en l'espace de quelques jours les réfugiés allemands et autrichiens, quelques Tchèques aussi. Et on les met là. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on se méfie d'eux. On a peur d'eux. On pense que c'est la 5e colonne, c'est des espions. On est en guerre contre l'Allemagne. Le problème, c'est qu'ils étaient pour la plupart anti-nazis. Ils étaient considérés comme juifs. Ils l'étaient en majorité en Allemagne. Et ils sont donc considérés en France comme des boches. Il y a des républicains espagnols. Voilà, des républicains espagnols, des artistes, des dissidents. Et après des juifs menacés de déportation. Voilà, et Vichy va, à partir du statut des juifs en octobre 40, va envoyer au mille beaucoup de juifs de la région, des juifs étrangers, des artistes, des Polonais, enfin voilà, tous ces gens qui sont considérés comme effectivement indésirables, mais c'est un camp de transit, donc on peut s'échapper. On peut essayer de trouver. Mais il y a eu des évasions d'ailleurs. Il y a eu des évasions. On essaye de trouver des billets pour partir de Marseille, puisque Marseille est le seul port libre de France. Et qui est à quelques kilomètres. Voilà, et Marseille est complètement envahie par les émigrés. Il y a quelque chose comme 15 000 émigrés dans les rues. Mais qui ne font que passer. Qui cherchent désespérément, qui font la queue. C'est très compliqué à comprendre. Il faut des visas des permis transitoires. Il faut avoir de l'argent. Il faut être capable. Et c'est là que vous faites intervenir un personnage, parce que vous avez inventé 2 personnages, un couple. C'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour. Et entre Léo Stein, qui est un personnage central, et Margot. Hein. Oui, Margot Keller. Oui, Léo Stein est un dessinateur, un caricaturiste juif allemand. Son père est libraire à Mannheim. Et il a déjà eu des problèmes avec le Troisième Reich, puisqu'il a caricaturé le régime nazi monté sur un âne à Califourchon. Ça n'a pas tellement plu. Le journal a été fermé et Léo a été envoyé à Dachau. Dachau, qui est donc cette école du crime nazi, où on torture, où on blesse, le premier camp de concentration. Le premier camp de concentration ouvert dès 1933. Et par un concours de circonstances, il va réussir à sortir de Dachau et on lui dit l'Allemagne c'est plus pour toi et on le raccompagne à la frontière française. Et c'est là où il va se retrouver à Sanary. Sanary qui était donc ce port très fréquenté par les Anglais, Aldous
Exley, Catherine Mansfield étaient pour d'autres raisons. Voilà, étaient des fans de ce petit village et de ce port charmant. Et les Allemands arrivent avec Bertolt Brecht, avec Thomas Mann, et vivent une vie de café. On est logé petitement. Les Allemands, les exilés allemands. Les exilés allemands, les Juifs allemands, oui. les exilés allemands, dès 1933, arrivent à Sanary et s'installent et vivent une vie au café, organisent des conférences, essayent de s'occuper, essayent de gagner un peu d'argent, ce qui est très difficile. L'argent reste le nerf de la guerre, et Sanary va être un endroit où les gendarmes français vont prendre les exilés allemands pour les emmener au camp d'Émile. Toute cette population ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir partir, avoir un billet de bateau et partir souvent en Amérique ou ailleurs. Et il y a parmi les personnages, alors il y en a 2 donc que vous avez créés, mais tous les autres ont existé, notamment tous ces réfugiés, André Breton, etc. Il y a un personnage central auquel on a consacré des livres et des articles. C'est Ryan Fry, qui est un formidable journaliste américain, qui est américain. Oui, tout à fait. Et qui habitait là à Marseille et qui a été le pivot de tous ces gens, parce qu'il les a... Ryan Fry, c'est le premier juste américain, donc ouais. Il a un destin absolument extraordinaire. Il est journaliste, il est mandaté par Eleanor Roosevelt, et il arrive à Marseille avec $2000 dans sa poche, et une liste qui comporte les noms les plus illustres de l'intelligentsia française, parce que les États-Unis sont évidemment intéressés par Picasso, par Gide, par Malraux, et il va travailler à la fois de manière extrêmement légale, avec des visas obtenus pour les gens qui sont sur cette liste, mais ils sont vraiment très peu, et puis de manière complètement illégale, en fournissant des faux papiers, en essayant d'obtenir des chemins pour aller en Suisse, pour aller en Espagne, et en obtenant des papiers pour un maximum de réfugiés. Mais Vichy va très vite comprendre que Ryan Fry est un homme dangereux pour eux, et il va être expulsé. Et quand il sera aux États-Unis, il n'aura de cesse d'alerter sur ce qui se passe en Europe. C'est un lanceur d'alerte, de sa façon. Exactement. Il écrit dans le New York Times, il va voir le Congrès, il va voir le président, il a l'oreille d'Eleanor Roosevelt, et malheureusement, il n'est pas très entendu. Et il dit, il faut sauver les enfants, ce qui se passe en Europe est épouvantable. Justement, parce que on n'avait pas prononcé le mot d'enfant, oui. C'est central, parce que le but de Leonard Stein et de sa compagne, c'est quand même d'organiser tout un réseau pour sauver des enfants. Oui, alors d'abord Léo va essayer de s'évader par tous les moyens possibles, légaux et illégaux. Il n'y arrive pas, c'est extrêmement compliqué. Il y a Cuba qui s'ouvre, il y a la Martinique, il y a le Maroc, il y a la Guadeloupe, il y a même Shanghai, mais ça ne marche pas. 4 requêtes sur 5 échouent en fait à Marseille pour ces réfugiés allemands. Et donc quand à l'été 42 les déportations s'annoncent, il comprend très vite que tout le monde va être touché, que les femmes et les enfants qui sont assignés à résidence dans les hôtels borgnes de Marseille vont être réquisitionnés, et il essaye avec l'OSE, avec les Quakers, avec le YMCA de sauver les enfants, et les Américains vont donner des visas pour ces enfants, et donc 70 enfants ont pu partir du camp d'Émile vers les États-Unis. Je le raconte, c'est une page difficile à raconter. Oui, j'imagine. Mais comment expliquez-vous que de tous les camps d'internement qu'il y avait en France sous l'occupation, il y a Gurs, et il y a Rivesaltes, il y en a d'autres, finalement, les 1000, qui étaient le plus grand, et le moins connu? Alors en fait, c'est redevenu ce que c'était avant la guerre, c'est-à-dire une usine. Ah oui. En 1946, l'usine a repris du service jusqu'en 1991. Donc les ouvriers travaillaient, il y a sur les murs des fresques, des graffitis, et on travaillait à côté de ça, au milieu de tout ça. Et donc, en fait, le manteau noir de l'oubli a recouvert le camp d'Émile. La région ne s'en vantait pas. Les gens qui avaient travaillé comme gardiens, comme cantiniers, comme à l'infirmerie n'en parlaient pas beaucoup. Et il a fallu vraiment un combat de 30 ans pour que le camp soit reconnu comme un lieu de mémoire et comme un endroit à préserver.
C'est fait aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, les écoliers visitent. Oui, 800 000 personnes ont déjà visité en 10 ans ce camp. Et vraiment, je vous encourage tous à y aller parce que c'est impressionnant, le travail des artistes. Le camp des Milles, c'était un camp où beaucoup d'artistes étaient. Max Ernst, Hans Bellmer, Leon Feuchtwanger. Donc, il y a eu des conférences, il y a eu un orchestre, il y a eu des bibliothèques, il y a eu du cabaret, des numéros de musique. Et toute cette vie-là, on a des traces, on a des témoignages, et c'est évidemment extrêmement émouvant parce que vous parliez de Pithiviers, il y a la gare, Drancy a été reconstruit, Gurs, il n'y a rien, c'est juste du sable. Aux Milles, tout est resté exactement comme c'était avant. Est-ce que les Milles, quand on y est, on a le sentiment que c'est l'antichambre de la mort ? Quand on regarde le train partir, on est complètement saisi. Quand on visite de jour, c'est déjà difficile. Quand on visite de nuit, comme moi la semaine dernière, j'y étais pour la cérémonie de la journée de la déportation, c'est très très impressionnant. Il fait très froid, ce froid provençal. On voit la montagne Sainte-Victoire, c'est les paysages verdoyants d'Aix-en-Provence, et on est dans cette usine. Alors nous, on est bien habillés, on a chaud, on est bien nourris, et on imagine ce que pouvait être le quotidien de 2000 hommes qui ont été finalement abandonnés et puis livrés. En tout, 10 000 personnes sont passées par les Milles, 38 nationalités, ça fait beaucoup de gens. Norbert Charny, est-ce que votre père, qui a connu, hélas, un certain nombre de camps d'internement, de concentration, est passé par l'un de ces camps-là, d'internement ? Pas à proprement parler parce qu'il était en Pologne. Mais je voudrais m'arrêter sur votre livre parce que quand vous évoquiez tous les artistes qui étaient là, il y en a un qui n'y a pas été, qui était à Rivesaltes, si je ne me trompe, c'est Félix Nussbaum. Et quand vous faites les descriptions, je suis désolé de parler de ça, mais quand vous faites les descriptions des latrines, qui sont effrayantes, vos descriptions, par l'horreur que vous décrivez. Il n'y en avait que 4 pour 5000 personnes. Et ça rappelle certaines toiles de Félix Nussbaum, qui l'a peinte à peu près au même moment à Rivesaltes. Oui, Rivesaltes qui a été vraiment... Et puis il y a autre chose qui m'a frappé quand Pierre vient d'évoquer les gens qui étaient réfugiés à Marseille. Il y a toutes les tentatives de fuite. Mais il y a ce fameux consul du Mexique. Oui. Et je voulais savoir s'il avait Don vraiment Gilberto Bosques. Oui, bien sûr. On l'a surnommé le Schindler mexicain. Il a tout à fait vécu. Il a obtenu le titre de juste parmi les nations. Et il a fait un travail incroyable de faux papiers. Et son adresse circulait sous le manteau. Et il recevait les gens. Et là encore, la police de Vichy s'en est aperçue et l'a tenu interné, lui et sa famille, pendant plus d'1 an. Donc, on ne saluera jamais assez le rôle des consuls étrangers dans la France occupée, notamment par exemple celui que vous citez, Ariane, mais également les consuls d'Espagne dans toute l'Europe, mais notamment en France, le fameux consul du Portugal à Bordeaux, à qui on doit beaucoup, mais aussi ceux d'Espagne qui ont sauvé des Juifs de Salonique. Mes grands-parents ont été sauvés par le consul de Turquie. Voilà. Consul de Turquie. Voilà. Et c'est à leur risque et péril, parce que c'était contre ça n'allait pas dans le sens de leur gouvernement. Exactement. Alors Norbert Charny, oui, je dis comme ça. Oui, ça veut dire le noir. Ça veut dire le noir. Vous savez la fameuse chanson Oczy Czarni. Oui. Les yeux noirs. En russe. En russe, mais en polonais, c'est presque la même chose. C'est un nom d'origine polonaise. Alors, le livre s'intitule, votre livre, Main, fil ou fils. Les deux. Ciseaux. Il paraît chez Arléa. C'est un livre qui a beaucoup de charme, beaucoup de tendresse, parfois triste, mais mélancolique, mais pas tant que ça finalement. Évidemment, le père est central. C'est un livre sur vos parents, leur itinéraire. C'est un récit. Mais le père est central. Quand on voit le titre, on comprend que c'est un tailleur polonais. J'allais dire que c'est un pléonasme. Un tailleur juif polonais qui parlait polonais, yiddish, russe, anglais, allemand, français, hébreu. Mais la langue des secrets, c'est le polonais. Pour ne pas que les enfants comprennent. Ça veut dire qu'il est resté polonais? Il était resté polonais? Très très peu. Très très peu. Et en même temps, j'ai envie de dire quand même pas mal. Parce que, il y avait cette langue des secrets avec ses sœurs. Donc il parlait le polonais. Et puis, il a mis un temps fou
à nous dire, notamment dans les cassettes que j'évoque, c'est-à-dire mon père a enregistré ses souvenirs à partir de 89-90. Après que j'avais écrit un livre qui s'appelait Les Valises, qui est maintenant épuisé, enfin bon, et il voulait répondre à certaines de mes questions. Et à ce moment-là, il s'est mis à parler de certaines choses qu'il n'avait jamais dites, notamment concernant les humiliations qu'il avait connues en Pologne, c'est-à-dire malgré tout l'antisémitisme. Alors lui, il était originaire de l'ouest de la Pologne, il était originaire de la même ville que le père Spiegelman. Mon père a travaillé avec le père Spiegelman, le père de Maus, de Art Spiegelman. Il a connu le père. Et donc c'était une petite ville pas une petite, 100 000 habitants quand même, qui s'appelle Sosnowiec, qui se trouvait pas loin de Katowice, pas très loin de Cracovie, et qui était à la lisière de l'Allemagne, très près de l'Allemagne. Donc c'était une région, si je puis dire, plus moderne, plus ouverte que certaines régions de l'est de la Pologne où l'antisémitisme était virulent et quotidien et nocturne, si je puis dire. Mais il est venu donc à Paris assez jeune. Il est venu à Paris après la guerre, en 46. Donc il était très jeune, il sortait des camps, il avait connu Auschwitz. Il avait suivi en fait le même parcours que Edith Bruck. Il avait été à Birkenau en même temps qu'Edith Bruck, sauf qu'elle était dans le camp des femmes. Et il s'était retrouvé dans une dépendance de Dachau ou Dachau, comme vous dites, selon qu'on prononce à l'allemande ou à la française, une dépendance qui s'appelle Kaufering, exactement en même temps qu'Edith Bruck. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a eu d'autres camps après. Il y a eu d'autres camps avant. La libération. Il y a un passage. Mais ça, c'est l'humour de votre père, parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Moi, je l'ai pas connu. Oui, mais à un moment, il dit Auschwitz, c'était le paradis. Oui. Parce que à Auschwitz, c'était l'été quand j'y étais, dit-il. Oui. Et donc, il faisait chaud, mais Dachau, c'était l'hiver. Oui. C'était l'horreur absolue. Oui. C'était l'extermination par le froid. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il devait faire moins 35 ou moins 40. Il était habillé comme on sait. Je veux dire que il avait juste des loques sur lui. Je sais qu'il avait des bonnes chaussures, c'est ce qu'il m'a dit, mais un capot les lui a immédiatement enlevé et lui a dit bah c'est ça ou tu meurs. Et à ce moment-là, il a connu le froid extrême et il a travaillé dans les usines. Il a construit des abris en béton, des blocos pour les Messerschmitt, les premiers avions à réaction que les nazis étaient en train de concevoir, de construire. Et à ce moment-là, la libération est arrivée, heureusement. L'atmosphère générale de votre récit m'a beaucoup fait penser à une pièce de théâtre, L'Atelier, de Jean-Claude Grimbert. Comment y échapper? C'est un compliment. Oui, parce qu'on y est, quoi. Un tailleur polonais, on y est. Mais alors, vous avez une phrase terrible, à un moment. Vous dites, oui, c'est très beau, et en même temps, c'est terrible. Vous dites, mon père cousait, ma mère décousait. Parce que votre mère était atteinte de... Alors, j'ai pas le souvenir. La phrase, la phrase exacte, c'est... Non, il me semble que vous faites allusion à cette phrase dans laquelle j'ai dit que chez mon père c'était de la couture de précision, alors que ma mère, tout d'un coup j'oublie ma phrase. Mais enfin, en gros, si vous voulez, il y en a un qui raconte ultra précis, ultra rigoureux. Du cousu humain, vous dites. Du cousu humain, je vous remercie. Voilà, du cousu humain. Et chez ma mère, ça doit être en effet le décousu, parce que ma mère est très très vite dans les digressions. Voilà. Et elle est toujours dans les digressions. Et puis au dernier moment, il y a cette phrase magique que j'ai retrouvée dans votre livre d'une certaine manière avec les rebondissements, c'est-à-dire ah, je t'ai jamais raconté. Alors chez vous, c'est les rebondissements, c'est-à-dire au moment où il est à 2 doigts de partir pour le Mexique, bah son père meurt. Enfin bon, j'ai peut-être trop dit, mais je m'arrête. Vos parents, avant de les raconter dans votre récit, vous les avez dans votre tête, vous les avez filmés. C'est-à-dire que pour vous, elle c'est Ginger Rogers, et lui c'est Fred Astaire. Ah oui. Oui, c'est évident. C'est une évidence. Et il se trouve qu'en ce moment, je revois systématiquement tous les films de Fred Astaire et Ginger Rogers parce que j'ai envie d'écrire sur eux. Et c'est toujours ça qui me revient. Je trouve que c'est une sorte de couple de rêve. Et donc, dans le contexte qui est le mien, dans le contexte de mon histoire familiale, il y a un léger décalage. Mais quand vous faites allusion à Grimbert, c'est vrai que
Grimbert est presque comme mon nom, quoi. Parce que Pleurnichard, c'est un livre que j'adore. L'atelier est magnifique. Et vous avez grandi dans l'atelier? Tout à fait. Il se situait où? À Vincennes. Alors, ville que je ne nomme jamais parce que il y a une raison très simple, c'est que j'avais lu, au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai été longtemps professeur, je m'étais donné 2 objectifs. Lire le Crime et Châtiment et lire les Mémoires d'Outre-Tombe. Bon, Crime et Châtiment, je suis désolé, j'ai pas trop aimé. Par contre, le Chateaubriand, ça m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'amusait beaucoup, c'est que Chateaubriand revient environ pendant 200 pages, il ressasse autour de l'assassinat du duc d'Enghien. Ah oui, dans les fossés du voilà, château. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. C'est vrai que c'est long. C'est long. Mais ça m'amusait tellement que forcément je ne voulais pas nommer Vincennes et je parlais de ces fossés et du fameux duc d'Enghien qui avait été exécuté là. Voilà, c'est là où vous êtes inattendu, parce que moi je m'attendais à ce que ça se passe dans le Sentier, rue de Turenne, où il y avait beaucoup de tailleurs polonais. Et pas du tout. Vous ne nommez pas Vincennes, en tout cas, c'est pas dans le Marais. Non. C'est non. très... non. C'est-à-dire, il y a eu un moment où on a vécu à Paris. Quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, on a vécu rue Polonceau. Rue rendue célèbre par Émile Zola à l'Assommoir. Et tout le quartier de la Goutte d'Or. Et puis, à un moment, il y avait les querelles, enfin plus que les querelles, la guerre entre les différentes factions de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Le FLN et le MNA, je crois que ça s'appelait comme ça, j'ai oublié le nom. Et donc, il arrivait qu'il y ait des balles qui circulent, des mitraillages, etc. Donc, ma mère s'est dit que elle avait pas trop envie que ça tombe sur mon landau ou sur celui de ma sœur. En l'occurrence, celui de ma sœur. Votre père, qu'on découvre dans ce récit, est un homme qui a beaucoup d'humour, je l'ai dit, mais qui est surtout allègre, qui est gai, enfin, il a un dynamisme, il a une énergie vitale, comme beaucoup de gens qui ont vécu des choses dramatiques. Est-ce qu'il racontait les camps? Est-ce qu'il racontait? Les camps. Oui. Il vous a raconté, il en parlait volontiers. Il nous a raconté, à ma sœur et à moi, il nous a raconté quand on était enfant. Et c'est ce que par exemple, ces longues promenades du dimanche, entre mon père et moi. Enfin, on allait se promener dans Vincennes le dimanche dans la fin d'après-midi. C'était l'occasion pour lui de me raconter. Et il m'a raconté énormément de choses. Tout ce qu'il pouvait me dire, parce que il lui a fallu un certain temps avant de me raconter un épisode que je relate, qui est l'exécution, enfin le passage à la chambre à gaz des familles tziganes. J'insiste sur famille, parce que les tziganes à Birkenau sont restés regroupés en familles, hommes, femmes, enfants, ce qui était exceptionnel. Oui. Et ils avaient un camp spécifique, ils avaient un endroit où ils vivaient, avec des tapis par terre, d'après ce que mon père m'a raconté. Et cette nuit-là, ils ont été tous gazés. C'est la nuit du 4 août 44. Il y a un monument à Berlin qui leur est consacré, qui raconte ce moment-là. Et mon père a assisté à cette scène. Mais quand j'étais enfant, il ne pouvait pas me la raconter. Ça, c'était trop violent, trop intense. Et donc, il ne me l'a raconté que bien plus tard. Mais pour le reste, il y a énormément de choses qu'il m'a racontées quand j'étais enfant. De sorte que quand j'étais enfant, j'avais qu'une seule ambition, c'était de devenir professeur d'histoire. Bon. Ça a été le cas? Non, professeur de lettres. Oui. Oui, parce que je me suis rendu compte que j'aurais eu beaucoup de mal à être professeur d'histoire, à garder de la distance. Et puis si j'étais devenu professeur d'histoire, il aurait fallu que j'enseigne à l'université ou dans des endroits où je me serais spécialisé sur le XXe siècle, puisque, comme vous, le XXe siècle me fascine. Oui, mais attendez, le XXe siècle, ça appartient à Aurélien Bélanger. Oui. Vous ne pouvez pas y toucher. C'est la fin des manuels. C'est la fin des manuels sur le XXe siècle. Vous étiez prof de philo ou prof de... Non, j'étais libraire, moi, jamais été. Jamais enseigné. Vous n'avez pas enseigné. Vous êtes un ancien libraire. Norbert Tcharny, il y a aussi plusieurs pages très importantes sur l'état civil de votre père. Alors, parce que le nom, je ne sais pas si le nom a changé, en tout cas le prénom a voyagé. Oui. Parce qu'au départ, il s'appelle en Pologne Sabbatai Samuel ou Shmuel, je ne sais pas. Oui. Puis après Salomon Serge, ça c'est l'état civil français. Et puis après Serge. Et puis Monsieur Serge, ça c'est l'atelier, je suppose. On l'appelait Monsieur Serge. Non, ça c'est la teinturerie qu'il a tenue. Ah oui, le pressing. Le pressing qu'il a tenu rue Saint-Didier.
à côté de l'avenue Kléber. Je vois très bien. Et il avait sa teinturerie là, et donc les gens l'appelaient Monsieur Serge. Et alors, il a eu tous ses prénoms, ce qui est quand même pas courant, et finalement, sur sa tombe, c'est encore un autre prénom, c'est Salek. Et Salek, c'est donc le diminutif de Salomon. De Salomon. On en revient au départ. C'est rare d'avoir comme prénom à vie un diminutif gravé sur une tombe. Oui, c'est ce qu'on a trouvé de plus juste. Alors, c'est le travail de ma sœur pour l'essentiel. C'est elle qui a dû choisir. Il est enterré un peu en hauteur. Enfin, il est pas à même le sol. Il est dans une sorte d'alvéole. Et je trouve que l'image est belle parce qu'en fait, c'est une sorte de cimetière, en hauteur comme ça, avec une sorte de rampe pour accéder, un petit peu comme un parking. Et pour quelqu'un qui aimait les voitures, je trouve que c'est impeccable. Il est garé exactement comme il le voulait. Et je dirais même comme dans rue Saint-Didier, il avait un parking à côté de son pressing. Il y avait un parking dans lequel on montait par une rampe. Une sorte de symétrie. Mais ce sont des tombes? Oui, ce sont des tombes, ce sont des alvéoles. Il n'a pas été incinéré? Ah non, pas du tout. Non. De toute façon, il est enterré en Israël et je pense que l'incinération est interdite ou. Il a souhaité ensuite être inhumé à Jérusalem? Non. Il vivait depuis 80. Il vivait en Israël. Donc il est mort là où il a vécu. Et quand il est mort, il a été enterré dans un cimetière à proximité de Tel Aviv, puisqu'il vivait à Holon, qui est la ville rendue célèbre par Dror Michani. Et donc, moi, je suis un grand lecteur de Dror Michani. Je vais même sur les lieux pour voir les endroits dont il parle. Et là, j'étais à Bat Yam pour voir justement l'endroit dont il parle dans son roman, qui est vraiment d'une laideur absolue. Et bref, mon père vivait là-bas, à Holon, et il a été enterré à une dizaine de kilomètres de son lieu d'habitation. Alors, en lisant votre récit, qui est extrêmement touchant. C'est d'une tendresse. Voilà, très tendre. Et en même temps, c'est pas poignant ni bouleversant, parce que il n'y a pas de pathos dans ce que vous racontez, alors qu'on pourrait, mais c'est pas le cas. Et notamment tout ce jeu sur l'état civil, qui signifie beaucoup de choses, bien sûr, ça m'a rappelé un livre que j'étais en train de lire sur Serge Gainsbourg, voilà, qui s'appelle Écrire, s'écrire, de Pierre-Julien Brunet, aux presses universitaires de Rennes, dans une collection de poche. Alors, c'est un livre très curieux, ce n'est pas une biographie, bien que sa vie soit discutée, c'est quelque chose sur son œuvre, mais surtout quelque chose sur la langue de Serge Gainsbourg, sur le langage, et il a une hypothèse de départ, c'est que chez lui, tout est double, puisqu'il s'appelait Lucien Gainsbourg, qu'il est devenu Serge Gainsbourg. Et même Gainsbar. Gainsbar. Alors d'ailleurs, même sur Gainsbar, il y a une hypothèse, parce que, bon, moi j'ignorais tout ça, parce que on connaît un petit peu sa vie, mais il fait même intervenir la gematria, c'est-à-dire la numérisation des lettres hébraïques pour faire des chiffres. Et je dois dire que c'est assez vertigineux, parce qu'il a étudié toutes les chansons, et Dieu sait qu'il y en a, pour lui-même et pour les autres. Il a composé un nombre incroyable de chansons, dont beaucoup de grandes chansons, de chefs-d'œuvre. Par exemple, vous parliez de Gainsbar. Eh bien, saviez-vous que sous l'occupation, le jeune Lucien Gainsbourg, donc Serge Gainsbourg, a porté l'étoile jaune, qu'il a été caché plusieurs mois dans le Limousin sous le faux nom de Gainsbar. Je savais pas son nom, mais je savais qu'il avait porté l'étoile jaune parce que ma mère était une jeune femme et l'a rencontré dans un bar et il était jeune pianiste et ils ont eu une relation qui a duré quelques mois et elle en parlait toujours avec énormément de tendresse et en disant qu'il était extrêmement timide c'est vrai. Et voilà. Mais je veux dire que c'est fascinant parce que la façon dont la langue est étudiée, là, on est pris de vertige. Je pensais jamais que dans un livre sur Serge Gainsbourg, on parlerait de gematria.
ça m'a surpris et en bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des passerelles entre tous vos livres. C'est le hasard, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est vraiment partout, c'est Kafka. Parce que vous le citez, évidemment vous le citez, non? J'ai l'impression qu'il est de retour, qu'il avait été un peu occulté ces 20 dernières années. Oh, pas trop quand même. Moi, je l'ai pas lu, ça fait 20 ans que je l'ai pas lu, c'était une lecture des lectures les plus importantes de mon adolescence, et j'y retourne là depuis quelques mois, depuis quelques années, et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Alors, il y a un anniversaire. De la mort, c'est ça. Il y a un anniversaire. Nous, on a parlé de Kafka dans l'émission précédente des 5 livres, avec Laurent Sexic, qui lui a consacré un très beau livre sur la fin de sa vie, avec 3 témoins essentiels. Il en a très très bien parlé. Mais là, j'y reviens à Kafka, et peut-être même qu'on va y revenir le mois prochain aussi, parce que, pareil, un grand livre, le grand livre sur Kafka, qui est paru il y a 20 ans en Allemagne, il a fallu 20 ans pour qu'il arrive en France, c'est la grande biographie qui avait jamais été faite, et Dieu sait qu'il y a des livres sur Kafka, des essais de Rainer Starr. Ça paraît au Cherche-Midi, c'est le premier volume, ça fait 1000 pages, ce n'est que le premier volume. Vous imaginez, alors, il faut toujours citer, c'est la moindre des choses, les traducteurs, c'est Régis Quatreçou qui l'a traduit. Je peux pas dire que c'est plus que passionnant. C'est inouï le travail qu'il y a derrière. Inouï. Pour vous donner une idée, déjà, la préface, qui fait une 20aine de pages, on pourrait l'appeler critique de la raison biographique, c'est exclusivement consacré au principe même d'une biographie d'un écrivain aussi exceptionnel que Franz Kafka. Comment s'y prendre, etc., etc. Et ce n'est que le premier volume. En plus, c'est très très bien écrit. Alors, je n'oserais pas dire que c'est bien traduit parce que je n'ai pas lu l'original, mais c'est très bien écrit par le traducteur et par l'auteur. Et évidemment, à chaque fois qu'il avance quelque chose ou qu'il dit on ne sait pas, vous pouvez être sûr qu'on ne sait pas, parce que parfois il y a des trous, on ne sait pas. Parfois le biographe sèche. Mais d'ailleurs, il a le courage de dire ma biographie commence non pas à la naissance de Kafka, mais en 1910. Pourquoi ? Parce qu'avant, on n'a rien. On ne sait rien. Alors, on ne va pas inventer. On commence à partir du moment où on sait quelque chose d'établi. C'est fascinant. Vraiment, ça m'étonnerait que vous échappiez à cette lecture. Merci à tous les trois d'être venus. Et puis, donc à bientôt, peut-être, avec Kafka, entre autres.